C'est pour ta santé, une émission présentée par Sandrine Blatzheim, chaque premier mercredi du mois à 11 heures et rediffusée le samedi à 14 heures sur Radio Axe Sud au 105.1 FM et également en vidéo sur internet. Un rendez-vous à ne pas manquer en collaboration avec la CPTS Sud Toulousain. Tous, bienvenue dans C'est pour ta santé sur Radio Axe Sud 105.1 en FM et en DAB et en vidéo sur les plateformes numériques. Je suis Sandrine au micro pour animer cette nouvelle émission mensuelle C'est pour ta santé ou CPTS comme Communauté pluriprofessionnelle territoriale de santé. Ce sont donc des professionnels de santé libéraux de la CPTS du Sud Toulousain qui viendront aborder des thèmes en lien avec votre santé. Et aujourd'hui, nous allons parler de nos bronches que les polluants malmènent et détruisent sournoisement avec le temps, car le mal avance en silence au commencement, entraînant une maladie incurable, la BPCO, qu'on nommait jadis emphysème, bronchite chronique. Rappelons que cette maladie concerne entre 3 et 5 millions de personnes en France, soit 5 à 10% de la population dont les 2/3 s'ignorent. Et comme nous étions le mois dernier en novembre, n'oublions pas que c'était Respire, le mois sans tabac, qui peut perdurer bien au-delà. Alors, pour répondre à mes questions sur la BPCO, je reçois une invitée, Madame Sophie Condé, qui est infirmière IPA spécialisée en pathologie chronique et spécifiquement en soins respiratoires. Bonjour Sophie, bienvenue sur Radio Axe Sud et merci d'être parmi nous. Eh bien, bonjour Sandrine et bonjour à tous ceux qui nous écoutent. Alors tout d'abord, dites-nous ce qu'est une infirmière IPA et que faites-vous? Alors, une IPA, c'est donc une infirmière qui a repris le chemin des études pour 2 années supplémentaires à l'université afin d'acquérir des compétences complémentaires, des compétences élargies, afin finalement de pratiquer une pratique avancée de son métier d'infirmier et d'infirmière. En pratique, ces infirmiers ou ces infirmières peuvent travailler en collaboration et en alternance avec des médecins, qu'ils soient médecins généralistes, médecins spécialistes, tels que les pneumologues, vu qu'on parle aujourd'hui de santé respiratoire, mais les cardiologues, les oncologues ou autres. Très bien. Donc nous allons commencer déjà pour vivre, c'est fondamental, il faut respirer. Alors, qu'est-ce que ça veut dire BPCO? Alors, BPCO, c'est l'acronyme qui signifie bronchopneumopathie chronique obstructive. Finalement, c'est une bronchite chronique, on entend souvent dire ça. C'est en fait une maladie respiratoire qui associe généralement plusieurs symptômes tels que la toux, l'essoufflement ou les crachats qui sont persistants et qui finalement marquent l'obstruction des voies aériennes. Vous l'avez déjà dit Sandrine, la BPCO elle progresse lentement et elle devient à terme invalidante. D'accord. Et alors, quels sont les facteurs pour développer une BPCO? Alors, 80% des patients qui ont une BPCO le sont, on dit post-tabagique, c'est donc le tabac, le gros facteur favorisant cette maladie. La cigarette, mais pas que. On a le cannabis, on a la chicha, on a toutes sortes de polluants respiratoires. On a des facteurs environnementaux aussi qui peuvent être responsables de la BPCO, tels que la pollution intérieure, chauffage au bois ou au charbon, la pollution atmosphérique. Et on a les expositions professionnelles à des poussières ou des produits chimiques, par exemple les professions agricoles notamment. D'accord. Alors, la BPCO, comment ça agit sur la respiration? Vous voulez dire comment ça se passe, le phénomène qui se met en place? Voilà, au niveau physiologique. Alors, vous l'avez dit, on le redit, l'installation est insidieuse, l'évolution est très lente parce qu'elle est souvent peu symptomatique pendant très longtemps. Pour autant, l'exposition significative, donc de façon importante aux particules ou aux gaz toxiques, donc on l'a dit notamment le tabac, mais pas que, entraîne finalement des anomalies de la paroi des bronches et des bronchioles et ou des alvéoles. Alors, pour le visualiser un peu plus simplement, on peut représenter nos poumons comme un arbre, où les bronches et les bronchioles sont finalement les racines, le tronc et les branches de l'arbre, et les alvéoles, au bout, ce sont les feuilles, au bout des branches. Et donc, ces polluants, ces irritants vont
épaissir les bronches, vont produire plus de mucus, ce qui au final va diminuer le calibre des voies respiratoires et détruire les alvéoles. On aboutit à des échanges gazeux qui sont bien moindres, avec l'oxygène qui diminue en apport dans le corps et le dioxyde de carbone qui augmente dans le corps parce que les poumons n'arrivent plus à l'évacuer. Donc on comprend bien que quand on fume, ça agit directement sur ces parois et, donc ça entraîne des modifications au niveau pulmonaire. Alors, moi je voudrais savoir, est-ce que la BPCO post-tabagique touche plus les hommes que les femmes? Peu importe, homme ou femme, pas de préférence. On a observé pendant longtemps que c'était plus les hommes, parce que c'était plus les hommes les fumeurs. Mais dernièrement, ces dernières années, on a beaucoup de femmes qui fument également et on a même augmenté de 2% par an sur les 20 dernières années le décès des femmes dû à la BPCO. Donc, si ça continue, les femmes vont rattraper les hommes. Oui, c'est le cas. Donc, à partir de combien de cigarettes on peut développer une BPCO? Alors, peu importe la quantité ou l'importance, on va dire, du tabagisme, en règle générale, on va dire que plus un individu a fumé longtemps, plus il risque de développer une BPCO, ça d'accord. Et on estime environ qu'à partir d'1 paquet par jour, pendant 15 ans, on a un risque vraiment significatif de développer cette maladie, la BPCO. Et on dit aussi qu'un fumeur sur 4, finalement, et peu importe son degré de tabagisme, pourra développer une BPCO. D'accord. Donc en fait, plus on commence tôt et plus on fume Longtemps et en quantité, plus on a de chances de développer une BPCO. Plus le risque est majeur, c'est sûr. D'accord. Donc on va peut-être rappeler que novembre, c'était le mois dernier et que c'était le mois sans tabac et qu'on peut se faire aider toujours, parce que ça ne dure pas qu'un seul mois, avec des plateformes comme infoservice.fr. Et donc, nous, on vous incite à aller sur ces plateformes pour essayer d'arrêter de fumer. Bon, alors, quels sont les signes qui définissent une BPCO? Alors, les grands signes caractéristiques, c'est l'atout, les crachats et l'essoufflement. L'essoufflement, j'entends, on dit aussi la dyspnée en langage un peu plus médical. C'est je fatigue plus vite, je me sens plus essoufflée quand je marche à un rythme pourtant que quelqu'un de mon âge arrive à soutenir sans problème. Donc ça, c'est ces 3 gros signes. Après, il n'y a pas que ça, il y en a d'autres, c'est individu dépendant, mais ça, c'est les 3 gros signes. Si on veut s'auto-dépister éventuellement pour une BPCO, on peut le faire. Il y a un petit questionnaire qui est validé et qui est accessible en ligne à tous, avec 5 questions à se poser, qui sont: est-ce que je tousse tous les jours? Est-ce que je ramène des crachats quand je tousse? Est-ce que je suis essoufflée rapidement au moindre effort ou quand je marche à plat? Est-ce que j'ai plus de 40 ans? Et est-ce que j'ai fumé ou est-ce que je fume encore actuellement? Ça, ce sont les 5 questions qui permettent éventuellement de dépister une probable BPCO. Si on a répondu à oui à au moins 3 de ces questions, il est vivement conseillé d'aller se faire dépister par un examen du souffle auprès d'un professionnel de santé. D'accord. Et donc la définition de la BPCO, il y a aussi une notion d'épisode. Je crois qu'on disait une durée de 3 mois par an. Oui, on classifie en premier lieu la bronchite chronique quand on tousse pendant au moins 3 mois sur l'année et pendant 2 ans de suite. On dit D'accord. bronchite chronique. Et ensuite, finalement, quand on passe des examens et qu'on souffle et qu'on fait cet examen de spirométrie et qu'on révèle un trouble obstructif, là, du coup, la maladie, on la caractérise en BPCO. C'est vrai qu'on parle de bronchite chronique de façon plus habituelle. Ça, c'est intéressant, c'est qu'on est d'abord en bronchite chronique pour après arriver en BPCO quand ça a bien évolué. Oui, et puis que finalement, ça fait plus de 2 ans qu'on continue de tousser tous les jours, quoi. Ok. Alors, est-ce que la BPCO entraîne nécessairement une insuffisance respiratoire? Alors, la BPCO à terme, si elle n'est pas traitée, pas soignée, pas prise en charge, effectivement,
elle est très invalidante et à terme, on aboutit sur une insuffisance respiratoire chronique. Avant ça, on a plusieurs stades qu'on traverse pour qualifier la BPCO, mais effectivement, non soignée, non prise en charge, la BPCO aboutira à une insuffisance respiratoire chronique. D'accord. Mais oui, Et alors, au niveau de l'essoufflement, on peut être essoufflé simplement en montant un escalier, ou simplement en marchant, ou carrément le moindre geste peut être invalidant. mm. Donc ça détermine des stades, en fait. Les stades vont être déterminés par effectivement ce niveau de dyspnée, on dit, donc cet essoufflement, et vont être déterminés sur un critère bien particulier qu'on réalise, enfin qu'on obtient en réalisant l'examen du souffle, et c'est ça qui va caractériser les stades, les différents stades de la maladie. D'accord, donc justement, cet examen de souffle, c'est l'examen qui va pouvoir diagnostiquer la BPCO, qui s'appelle la spirométrie. Oui. Alors, c'est quoi? Ça se fait comment et ça se fait où? Ouf. Alors, ça se fait en premier lieu dans tous les cabinets de pneumologues. Il y a certains médecins généralistes qui pratiquent aussi cet examen, peu, mais il y en a quand même certains. On a aussi des professionnels de santé qui sont formés à le réaliser, dont les IPA. Encore faut-il qu'elles soient munies de ce spiromètre. Et on a également des infirmières qu'on appelle infirmières azalées qui sont munies de spiromètres et qui peuvent faire ces dépistages BPCO. D'accord. Bon, ben, c'est déjà bien. Alors, comment ça se passe, l'examen? Alors, il faut un peu de coopération avec le patient parce qu'on va lui demander de faire un petit exercice qui est pas forcément toujours évident. Mais en gros, il va falloir inspirer très fortement et expirer très fortement avec un petit embout dans la bouche qui va nous permettre du coup de mesurer le souffle et l'effort du patient pendant ce souffle. Donc, ça prend 10 minutes, un quart d'heure grand maximum. On essaye de généralement le répéter 3 fois de suite pour vérifier qu'on a une bonne reproductibilité de l'examen. Et il nous dit instantanément, effectivement, s'il y a un trouble ventilatoire obstructif ou non. Donc, si les bronches Eh sont bien, effectivement. obstruées, ça va être compliqué. Voilà. Est-ce que la radio pulmonaire est utile pour une BPCO? Alors, la radio pulmonaire, généralement, le médecin ou le pneumologue va forcément la demander, voire même va demander un scanner, parce que ce qu'on cherche aussi toujours derrière, c'est s'il n'y a pas un risque de cancer, vu que c'est des gens qui ont fumé plus ou moins longtemps, en tout cas qui ont fumé. Mmh. Donc, on va forcément plus ou moins passer par soit la radio, soit le scanner pour, au moment du bilan de base, vérifier qu'il n'y ait pas un cancer sous-jacent. Ouais. Donc, on en revient toujours à cette fameuse cigarette. Donc, quand on fume, c'est intéressant alors de se faire dépister et de faire une spirométrie à un moment donné. Oui, alors oui, ce sera intéressant à un moment donné de le faire. Moi, je pense que dans la démarche, la première chose, c'est de se dire: «Oui, effectivement, je fume» ou alors «j'ai fumé». Mais si je fume encore actuellement, c'est de se dire déjà: «J'ai l'intention d'arrêter de fumer et je vais faire le point sur mon état de santé», quoi, avec cette spirométrie. Il faudrait que conjointement, on ait ou le sevrage en cours ou l'envie d'arrêter pour se dire aussi: «Je vais soigner ma BPCO», parce que on va y revenir dessus après, mais le premier traitement de la maladie, ça va être l'arrêt du tabac dans tous les cas. Ouais, j'ai lu il n'y a pas si longtemps que ça que le vieillissement du poumon entraînait déjà une diminution de la capacité pulmonaire De de base déjà. 30 millilitres par an de base, Mmh. et qu'un sujet fumeur actif, c'est une diminution de 60 à 90 millilitres par an, c'est-à-dire le triple. Mmh. C'est énorme. Enfin, Mmh. moi, je Oui, oui. suis. Non, le tabac cause des dégâts, c'est certain. Donc l'intérêt, c'est arrêter de fumer. Si on arrête de fumer, c'est ce qui détruit, Oui, n'est pas rattrapé. Donc il faut arrêter à un moment parce que sinon on va dans le ça peut mur. que se compliquer, oui, effectivement. Même si on est pris en charge, on a débisté la BPCO et on est pris en charge, on a un traitement, il y a des traitements médicamenteux et pas que. Mais le tabac, si on le continue à côté, finalement, ça va ne faire qu'aggraver la situation. Donc c'est vrai. Et puis j'imagine que le tabac, ça entraîne des poussées plus souvent. Ça va fragiliser le patient, ça va faire il sera plus sensible aux infections hivernales, notamment. Très souvent, c'est des patients qui font bronchite sur bronchite l'hiver.
Ils vont se reconnaître hein, s'ils nous écoutent. Et donc, on sait que le tabac, il est irritant et il va favoriser l'inflammation et les infections. D'accord. Et en ce qui concerne, parce que alors, il y a de plus en plus de consommateurs de chicha et de cannabis, quels sont les risques? Est-ce que c'est les mêmes risques que le tabac? Oui, les risques sont les mêmes et c'est voire même plus parce que si on peut parler d'équivalence pour que dans la tête des gens, on fasse le rapport entre la cigarette et par exemple la chicha ou les joints, on sait que 3 joints par jour, ça équivaut à finalement à fumer un paquet de cigarettes C'est par jour, énorme. c'est-à-dire 20 cigarettes. Et une séance de chicha, parce qu'il y en a beaucoup qui disent: «Mais moi je fume pas du tout, je fais juste une séance de chicha de temps en temps». Une séance de chicha, pardon, c'est 20 à 30 cigarettes finalement. Ça revient à fumer 20 à 30 20 à 30 cigarettes. cigarettes par Ouais. séance de Oui, chicha? oui. Boulu. Et alors, quid de la cigarette électronique? Ah, alors la cigarette électronique, il y a plusieurs écoles. Si on passe par la cigarette électronique pour entamer un sevrage tabagique, on sait qu'il y aura un deuxième sevrage à faire de cette cigarette électronique parce que même si elle a moins de polluants, la cigarette électronique, elle a quand même des irritants et c'est pas bon pour les poumons, pour les alvéoles de toute façon. Donc la cigarette électronique peut être utilisée en transition éventuellement pour le sevrage, mais l'idéal c'est de respirer de l'air, c'est tout. De l'air et puis pour l'aide, les patchs Les nicotiniques, patchs, il y a plein des d'autres, choses comme ça. voilà. Oui, Mais oui. bon, en fait, ça peut être juste un outil pour faire une transition Oui, entre le tabac. éventuellement. J'avoue que ça, ça va être personnel dépendant. Je recommande pas forcément le passage à la C'est-à-dire que cigarette comme électronique, la mais cigarette est liée aussi avec la gestuelle, la gestuelle, ça peut être une façon aussi. Et encore, je ne sais pas. je sais pas. Après, on a des substituts nicotiniques sous forme de, on va dire, De de pseudo-cigarette. pseudo-cigarettes. Donc, pour ceux qui sont très dépendants à la gestuelle, moi, c'est ce que je conseille plutôt. Essayez de D'accord. passer par cette espèce de cigarette en plastique. Ouais. Donc, alors, en fait, bon, on va aborder le sujet un petit peu plus épineux. Est-ce qu'on en meurt de la BPCO? Oui, 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 oui. Il y a eu de nombreux décès. Sur les derniers chiffres qui datent de 2017, on a recensé 17 000 décès de la BPCO. Ça concerne la maladie 3,5 millions de personnes. C'est énorme. Et on dit qu'en 2030, si on continue comme ça pourrait être même la 3e cause de mortalité hein, derrière les cancers et les maladies de l'appareil circulatoire. La BPCO va se placer en 3e position. Oui, puis en plus, j'imagine que ça fait augmenter le risque de handicap en ayant une BPCO. Si on ne peut pas se mouvoir comme on veut parce qu'on est très vite essoufflé et qu'on a l'impression qu'on va Ah, c'est hyper être invalidant. asphyxié. Une BPCO à terme, c'est très très invalidant. C'est Et au bout de combien de temps c'est invalidant? Alors, on va À peu pas près. forcément parler en temps, ça va dépendre des personnes, ça va dépendre de la sévérité de la BPCO et s'ils continuent ou pas à fumer. Fumer, oui, tout à Ça, fait. ça va jouer aussi. Mais c'est très très invalidant parce qu'on va en venir après au traitement, mais vous Ouais. verrez que Ben justement, alors les traitements, qu'est-ce qu'il existe comme traitement? alors, le premier, l'arrêt du tabac. Oui, je On sais. l'aura pas assez dit, mais on le On redit. Mais arrête le ça en fait tabac. partie. Hein. Sur la prescription médicale, si on peut le mettre en premier, c'est arrêt le tabac. En deuxième position, on a les traitements qu'on dit inhalés, genre les sprays, ça parle peut-être plus aux gens qui nous écoutent. Ces traitements inhalés qui sont des bronchodilatateurs, donc qui vont leur permettre de respirer un petit peu plus facilement. On associe des fois aussi des corticoïdes dans ces traitements inhalés pour limiter l'inflammation. Un gros des traitements, ça va être d'avoir les vaccins à jour parce que ce sont des patients, on l'a dit, qui sont plus sujets, plus facilement à risque de faire des infections. Donc, on aime bien à ce qu'ils soient à jour des vaccins grippe, Covid et pneumocoque. Donc, ça, c'est très important. Et un dernier traitement qui vaut tout l'or du monde, c'est l'activité physique. On les envoie souvent en séjour de Ah ben réhabilitation respiratoire. justement, j'allais en venir sur ma fameuse question de savoir, quand on est essoufflé, c'est compliqué de faire Oui. de l'activité physique. Donc, est-ce qu'on peut, euh, comment dire, conseiller à quelqu'un qui a une BPCO de faire de l'activité physique? Et quel genre d'activité physique? Alors, il est conseillé de faire de l'activité physique quoi qu'il arrive. Après, sur les BPCO qui sont à des stades très avancés et qui ont du mal à
tout seul et se motiver et s'encadrer sur des séances d'activité physique. On a des séjours de réhabilitation respiratoire qui sont encadrés par des professionnels de santé où on fait un test initial pour vérifier les capacités, savoir quelle activité, quel exercice on peut proposer aux patients en l'encadrant et en augmentant les intensités progressivement pour que ce soit fait correctement, sans risque pour le patient. Et ça, c'est très important parce que les patients BPCO, très souvent, ils perdent du muscle. Ils sont donc effectivement essoufflés et ils se disent c'est pas la peine que j'aille marcher ou que j'aille, je sais pas, faire du vélo ou autre, encore moins monter des escaliers, alors que c'est hyper important et ça va favoriser leur bien-être finalement au cours de la maladie et ça va même ralentir la progression de la maladie. Et oui, parce que si on reste avec cette maladie sans faire de l'activité physique, c'est la boule de neige, c'est-à-dire qu'on est essoufflé, mais on est encore de plus en plus essoufflé Oui. puisqu'on ne fait pas travailler sa capacité pulmonaire. Mmh. Et en plus de ça, on perd de la masse musculaire, donc du coup, chaque mouvement est encore plus pénible Ouais. et ça peut même entraîner des risques, comment dire, différents de la pathologie. Enfin, moi, je pense au risque de chute parce Ouais. que on a moins de muscles et que l'équilibre est beaucoup plus précaire. Oui, oui, oui. Puis En c'est gros, c'est ça. une maladie qui consomme beaucoup d'énergie aussi, donc du coup, il y a de la dénutrition, il y a oui, oui. Donc, le programme de réhabilitation respiratoire, c'est ce qui aurait, enfin, ça serait presque une notion de prescription, en fait, Ah oui, pour oui, oui, oui. Mais ça, ce type en de général, pathologie. quand on prend en charge un patient avec une BPCO, c'est une des premières choses qu'on va aussi conseiller, c'est de faire un séjour de réhabilitation respiratoire. C'est pas forcément en centre pendant 3 semaines complètes. Ça peut être aussi auprès de son cabinet de kiné libéral. Éventuellement, il y a plusieurs possibilités pour faire ces séjours de réhabilitation. Hein. Mmh. Bah, justement, j'ai vu, récemment une information sur, la Dépêche. À Portet-sur-Garonne, il y a des cours pour les insuffisants Mm. respiratoires qui sont dispensés, salle Balcone, avec l'association portésienne ADIR 31, qui est, l'association des insuffisants respiratoires, il me semble, qui propose des activités physiques adaptées en partenariat avec Occitane Air, qui est un réseau de santé respiratoire missionné par l'Agence régionale de santé. Donc, on peut On dire peut conseiller, on peut que orienter les patients tout dans ce à genre de fait. groupe, oui, oui. Alors peut-être que pour orienter les patients, on peut leur dire aussi qu'ils peuvent contacter la CPTS du Sud Toulousain Aussi. en envoyant, s'ils le souhaitent, un mail à coordination@cpts-st.fr et d'ailleurs, ce fameux questionnaire pour se repérer au niveau est-ce que j'ai une BPCO, des professionnels de santé du territoire sont formés à le Oui. faire passer. Oui, oui, sont formés à le faire passer. On le fait sous forme de campagne qui est actuellement en cours depuis mi-octobre jusqu'à fin janvier. Donc, sur la plupart des professionnels de santé du territoire de la CPTS, vous pouvez aller à la pharmacie, chez le kiné ou l'infirmière. Les adhérents de la CPTS ont accès à ce questionnaire et peuvent vous le faire passer en direct. Ils peuvent même vous orienter après vers des créneaux que je propose dans certaines pharmacies ou cabinets pour pouvoir faire ces spirométries justement. Mais c'est super parce qu'en fait, c'est quelque chose de complètement innovant sur notre territoire, donc sur le Muretin. Chaque personne qui pense peut-être avoir une Mmh. problématique respiratoire peut aller vers un professionnel Ouais. de santé Mmh. libéraux, pour Oui, faire un dépistage, oui. au moins pour répondre à ces questions Mmh. et aller après un peu plus loin Aller dans. un peu plus loin, parce que si jamais le professionnel de santé effectivement détecte au moins 3 oui à ces 5 questions qu'on pose aux patients, il pourra l'orienter pour faire une spirométrie effectivement. Ah bah, c'est super. Ben alors, bah, je vous remercie Sophie pour toutes ces informations. Alors pour conclure, en quelques mots Sophie, qu'est-ce qu'on pourrait leur dire aux auditeurs? Les premiers mots que j'ai envie de dire, c'est déjà félicitations à ceux qui ont
entamé ou qui sont sevrés de leur tabagisme, Bravo. restez motivés, bravo. Oui, déjà ça c'est un point très important. Le deuxième point, c'est pour tous ceux qui fument et qui veulent arrêter de fumer, n'hésitez pas à vous orienter vers les professionnels de santé. Il y a quand même beaucoup de ressources autour de nous, des fois qu'on ignore, mais il y a beaucoup de ressources pour vous encadrer et vous accompagner dans ce sevrage tabagique. Et le dernier mot, c'est voilà, si vous êtes reconnu à travers ces petits symptômes qu'on a évoqués, à travers ce qu'on a dit dernièrement, n'hésitez pas à aller donc vers ces professionnels de santé pardon, pour vous dépister ou avoir accès vous-même sur Internet au questionnaire de dépistage de la BPCO et en parler à votre médecin ou à votre infirmière ou votre kiné tout simplement. Ben, c'est super. En fait, il faut pas attendre d'être essoufflé pour arrêter de fumer parce que et puis, on le sait, un mois sans fumer, c'est 5 fois plus de chances d'arrêter. Donc, respirer, ce n'est pas qu'en novembre, hein, le mois sans tabac, c'est toute l'année Tout le qu'il faut temps. respirer. Et donc, faites-vous dépister, c'est important. Et parlez-en aussi à votre médecin et aux autres professionnels de santé, infirmiers, pharmaciens, kinés, qui sont là pour vous soutenir. Merci de nous avoir écoutés sur Radio Axe Sud, 105 FM et en DAB. Et je vous donne rendez-vous en janvier pour parler de l'ostéoporose. C'est pour ta santé. À bientôt. Au revoir.